Les volcans sont indissociables de la Réunion. L'éruption du Piton des Neiges, il y a plus de 3 millions d'années, est à l'origine de la création des 2/3 de l'île. Le Piton des Neiges est éteint depuis plus de 1000 ans. Mais un autre volcan continue de façonner la Réunion. Il s'agit du Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. Le lieu idéal pour observer ce géant se trouve au pas de Bellecombe-Jacob. Alain Berthil, un passionné de volcanologie, se rend sur ce site plus d'une centaine de fois par an afin d'enrichir ses connaissances sur le Piton de la Fournaise. On est à plus de 2000 mètres d'altitude ici, juste à l'endroit où se trouve ce qu'on appelle l'enclos. Et donc la plupart des éruptions ont lieu dans cet enclos, soit en face de nous, soit à l'arrière du volcan. Le Piton de la Fournaise a contribué à 1/4 de la formation de l'île. Et donc la superficie totale de l'île est de 2552 km². Donc il faut imaginer que lui, il a construit 1/4 de cette superficie. Il continue à agrandir l'île par les coulées qui arrivent à la mer de temps en temps. Donc, autant ça peut être un lieu extraordinaire par rapport au spectacle qu'il nous délivre, autant ça peut être aussi un lieu extrêmement dangereux, puisqu'il y a eu des accidents ici, soit pendant les éruptions, soit parce que des gens se sont perdus dans le brouillard. Et là, je vois une rose. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ait déposé cela en souvenir d'une personne qui s'est perdue ou disparue ou qui est morte ici. Alain a un rapport quasi fusionnel avec le volcan. Cet ancien prof de lettres a assisté à sa première éruption à l'âge de 4 ans. Depuis, il consacre tout son temps libre à l'étude du Piton de la Fournaise. Ce volcan, pour moi, effectivement, est une histoire de famille, puisque j'ai vu des éruptions très tôt. Mais c'est une histoire de famille, de toute façon, pour tous les Réunionnais qui sont extrêmement attachés à leur île et à ce volcan. Moi, j'en ai fait un élément central de ma vie, puisque depuis très longtemps maintenant, je suis pratiquement toutes les éruptions. Et je viens ici autant que je peux, quel que soit le temps, la pluie, la nuit, le brouillard, le froid. Le tout, c'est de bien connaître cet endroit et d'être équipé comme il faut pour pouvoir le parcourir par tout temps. Quand il vient ici, Alain a toujours le même rituel. Il se dirige vers son point de vue préféré, le sommet du Formica Leo. Ce cratère doit son nom à son aspect de fourmilière. Donc là, on va arriver sur le bord de ce petit cratère qui va nous offrir une vue panoramique sur l'ensemble de l'enclos dans cette face-là. Voilà. Avec les traces des éruptions récentes là-bas. De nos jours, le Piton de la Fournaise est le cœur de la Réunion, le cœur qui bat. Et il bat très fort aussi dans le cœur des Réunionnais. Les Réunionnais se sont appropriés leur volcan et c'est une fête permanente quand il y a les éruptions. Car tout le monde vient, tout le monde veut voir, bien sûr, les éruptions. Alain continue son exploration du Piton de la Fournaise en se rendant sur un autre lieu mythique de la Réunion, la Plaine des Sables. Située juste en dehors de l'enclos, cette étendue déserte semble sortie d'une autre planète. C'est le choc total. Beaucoup comparent ce lieu à la Lune. Moi, je trouve qu'il ressemble aussi à Mars. Je me dis que quand les hommes iront sur Mars, ils marcheront sûrement comme je le fais en ce moment dans des paysages comme ça. Et donc, je suis heureux que ça me coûte moins cher et que surtout, je puisse le faire bien avant eux. On n'a pas l'impression d'être à La Réunion. On pourrait être dans un désert marocain ou même sud-américain. Et puis, si on change d'endroit, on pourrait se croire en Norvège. À un autre endroit, on pourrait se croire en Europe aussi. Ce qui me fait rêver, c'est que notre pays réunit cette diversité de paysages. On n'a pas besoin de les comparer aux autres. On se dit qu'on peut être dans des endroits très différents, même au cours d'une même journée. À chacune de ses visites à la Plaine des Sables, Alain se met à la recherche de pierres uniques issues des poches les plus profondes du volcan.
Une belle là. Voilà les premières dunites que l'on trouve. Hein. Et on voit bien que c'est différent des autres pierres, puisque ce sont des scories rouges, noires, un peu grises. Mais elles, donc, on les reconnaît toujours par cette couleur caractéristique et aussi par le fait que c'est beaucoup plus lourd que les autres pierres. C'est du verre de volcan, c'est de la lave vitrifiée en quelque sorte. Et là, ce sont des pierres, celles-ci, elles sont rouges parce qu'elles ont été oxydées. Les pierres noires, mais c'est du basalte presque ordinaire. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que ces pierres ont voyagé. C'est un peu comme une météorite qui vient de loin, qui vient de l'espace. Ben, cette dunite, elle vient de la Terre, du centre de la Terre. Ce qui me marque dans ce paysage, c'est surtout la force tellurique de ce lieu. Parce qu'il faut s'imaginer qu'il s'est passé des choses avec des forces extraordinaires de la nature ici, pour expulser toute cette matière. Et je me dis, je suis dans un lieu où il s'est passé des choses phénoménales. Et ben, nous, on passe, on est des humains qui passons après plusieurs milliers d'années après. Et on profite de ces lieux. C'est vraiment un privilège d'être ici. Il continue à émaner de ces lieux une force vraiment superbe. Le temps est en train de changer. Alain quitte les lieux avant de se faire bloquer par le brouillard. La région du volcan se caractérise justement par ce changement de climat très rapide. Ce matin, il y avait du soleil. Et là, on est en plein brouillard. Et ça peut surprendre des gens qui ne connaissent pas cette région. Il y a du soleil, on part en tenue légère, faire une balade au volcan. On pense que tout est simple. Et en fait, on peut se retrouver en plein dans le brouillard et ne plus savoir où on se trouve et se perdre. Alain roule en direction de Piton-Sainte-Rose, une bourgade au nord-est du Piton de la Fournaise. Salut Roby. Il a rendez-vous avec Roby Soriano, un des meilleurs spéléologues de la Réunion. Ensemble, les deux hommes se préparent à une immersion souterraine au cœur du volcan, à la découverte d'un tunnel de lave qui s'est créé lors de la grande éruption de 2004. Sous leurs pieds, ces boyaux forment un réseau de 6 km de long. Il est bon. On est parti. Allez, tranquillement. On va se rappeler le bon vieux temps. L'exploration. Moi, je suis toujours épaté par ça. Les piliers. Les piliers. Oui, parce que je pense qu'un architecte n'aurait pas mieux fait. Tu vois, les racines, par contre, elles ont pris de l'ampleur. On voit très très bien la rigidité des racines. Mais ça risque de faire péter les plafonds à la longue. C'est un tunnel qui part, je dirais, du front océan et qui monte à peu près jusqu'à 500 mètres d'altitude. Je disais toujours que la coulée 2004, si on la projette sur le massif volcanique, c'est le seul réseau où on peut rentrer dans un endroit et ressortir dans un autre. La plupart ont fait demi-tour. Une autre spécificité pragmatique, c'est qu'elle est sur le bord de la route et il suffit d'arriver, on met la voiture au parking et on peut, dans les 10 minutes qui suivent, être dans un tunnel. Ouais. Donc c'est fait pour tout le monde. Exactement. Même pour des enfants jeunes. Oui, c'est ça. Et puis n'oublions pas qu'il est classifié dans les 3 premiers mondiaux. C'est pas mal. Ce qui n'enlève rien au charme. Voilà mon site préféré, quoi. Ici ? Ah, regarde ça. Ce magnifique plafond. Tu t'aperçois que nous, on a changé, Alain, mais regarde, le plafond, il n'a pas changé, quoi. Quand je te disais tout à l'heure cristallisé, ça n'a pas changé. C'est magnifique, voilà. Et là, tu as vraiment ce côté vitrifié, un peu cristallisé, tout simplement. Incroyable. Et ça, tu vois, on reste sans mots. Quand tu vois ce genre de dédale.
Même là, c'est beau, là, quand on voit un peu la lumine avec l'oxyde de la silice. Au moment du retrait, en fin de compte, le magma, il est sous pression avec des gaz. Et quand le liquide se retire, comme ça, tout de suite, il y a l'air qui circule pour solidifier les parois. Donc, automatiquement, le magma, il est visqueux, pâteux, élastique. Donc, ça fait un petit peu comme de la confiture ou du miel. Et ça fait que ça va s'étirer. Et c'est pour ça qu'on a cette naissance de concrétion. Où tout à l'heure, on verra, il y en a de pas mal. Là. Il y en a à peu près de 20 cm. Et ça s'étire, tout simplement. C'est ça un petit peu le résultat d'un retrait magmatique. C'est éphémère, mais c'est beau. Avec un peu d'imagination, les tunnels de lave offrent en spectacle d'étonnantes sculptures naturelles. Dans cette cavité, on a tout. On a aussi bien l'art qui nous a créé des colonnes. Quand on voit l'architecture du pilier, il est grandiose celui-là. On voit les colonnes ici, on voit les stalagmites, qui sont le résultat d'un stalactite qui a égoté, qui a formé un épi. Et surtout, la pièce qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci, qui nous rappelle un petit peu les... On parle de Maurice avec ses... Combien, cette couleur? Chamarelle. Chamarelle, et bien nous, on a Chamarelle-Lion. Voilà, on a une belle crinière de lion, avec 3 codes couleurs, rouge, jaune, ocre. C'est beau, ça? Tu vois pas que ça ressemble à une crinière de lion? Là, comme ça. Là, il y a son museau. Ouais. Là, il y a son œil. Ouais. Et la crinière. Exactement. Hein? Oui. Il faudrait un œil plus gros, peut-être. Non, mais c'est une belle pièce. Oui, c'est beau. En plus, jaune, avec des dégradés de couleurs. On est tranquille, on n'entend pas de bruit. On est dans le centre. Le centre de quoi? On pourrait dire le centre du volcanisme. Ses couleurs. Et puis je trouve que le temps passe vite. On peut se recentrer. Je pense que cette richesse des minéraux, je pense, ça peut être aussi un accu. Et puis voilà, on s'évade et puis c'est grandiose. Tout simplement, c'est là où quand on rentre dans les entrailles, on s'aperçoit de cette magie du volcanisme. Une autre surprise attend Alain tout au fond d'un couloir. Une roche en forme de cœur humain. Le cœur du volcan, avec l'oreillette, le ventricule. C'est l'oxydation, ça. C'est par rapport au refroidissement et à la pression. C'est pour ça qu'on a ce panel un petit peu de cette roche vivante, on pourrait dire. L'oxydation, tout simplement. Le rouge, le jaune, l'ocre. L'oxydation, ça veut dire donc que ça contient du fer, forcément. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais si on mettait un aimant là, il se peut qu'il reste collé sur la... Mais il reste collé. Il reste. Ouais. Regarde. Ah oui. Bouge pas. Regarde Alain. Il est sans tête depuis le même. Ok. Regarde. Non, ça marche pas. Il marche, tu vois. Tu vois? Voilà. Alors, il faudrait... Tu vois là? Là, ça marche. Voilà. Tu vois l'aimant? La très forte présence de fer dans la lave rend la roche magnétique. Ça tient, pas de doute. Et donc on sait qu'ici, c'est pas utile d'essayer d'utiliser une boussole, quoi. Parce que le nord va aller dans tous les sens. On va perdre le nord au sens propre du terme. Il est possible qu'un jour une autre coulée passe par-dessus et que ce tunnel disparaisse à jamais. Et bien nous, on aura eu la chance de le parcourir et c'est déjà une très belle chose. Ensuite, qu'est-ce que ça nous fait d'être dans un tunnel? Je crois que la réponse est déjà derrière nous. On est au cœur donc de la Terre, on est aux origines de la Terre, et il ne faut pas oublier que les premiers hommes ont habité aussi dans des cavernes, et peut-être que les origines de la Terre nous ramènent aussi aux origines de l'homme. À proximité du tunnel, le cœur du village de Piton-Sainte-Rose, célèbre à La Réunion pour avoir été emporté par la terrible éruption d'avril 1977. Seule l'église du village a été épargnée par la lave. Des blocs de basalte qui l'entourent témoignent encore de l'événement. Alain a rendez-vous avec Alice Huette. Les cratères là, tu vois, ça montre que il s'en est passé des événements volcaniques ici. Elle a été l'un des témoins de cette catastrophe. Moi, c'est le 13 avril que ma maison a disparu. Les gens ont commencé à percevoir des fumerolles là-haut. Et là, il y en a qui disaient « Ah, c'était des braconniers qui chassaient le tank, peut-être ils ont allumé un feu, etc. » Mais après, ça s'est confirmé que c'était bien une éruption qui menaçait Piton. Alors là, c'était la panique en fait. L'armée est arrivée et
Et tous, on a dû vraiment amasser nos affaires et là, dans une totale panique. Hein. Du coup, les gens n'ont rien pu prendre. Nous-mêmes, papa a dit, bon, les filles, on vide les armoires. Et là, on a ouvert des draps par terre et on a mis les habits. On a fait des ballots et puis on s'est précipité au bord de la route. Et après, les militaires sont venus avec leur camion, justement. Et là, c'était l'exode, on partait. Et au fur et à mesure, nous, on voyait la lave qui descendait et une atmosphère un peu lourde, un peu plus chaude. C'est vraiment quelque chose qui nous a meurtris. Donc, c'est vrai, il n'y a pas eu de perte humaine, mais il y a eu tellement de déchirures, tellement de souffrance, parce qu'il y a une trentaine de familles qui ont perdu leur maison. C'était un lieu de vie, on échangeait des choses et tout ça. Et puis tout d'un coup, avec ces coulées noires de lave, on était rayés de la carte, quoi. Les gens, le village n'existait plus. Je me souviens de la stupeur de l'île entière quand on a appris la nouvelle qu'il y a une coulée qui se dirigeait sur le village de Piton-Sainte-Rose, parce que ça semblait impossible. Personne n'avait vécu ce genre de choses. On s'est retrouvé devant le fait accompli, à voir cette coulée qui descendait. Et c'est vrai que ça a traumatisé la population. Je me souviens que le premier réflexe des hommes, ça a été d'effacer les traces, quoi. Oui. C'est-à-dire de libérer l'église et de reconstruire, de tout effacer. Oui. Et c'est beaucoup plus tard, une trentaine d'années plus tard, on se rend compte que ce passé est quand même important. Et donc, on a reconstitué ce qui s'est passé. On a essayé de remuer le sol pour remettre un petit peu les roches à la surface parce qu'on avait mis des végétaux, etc. dessus. Et on a rajouté de la roche qui se trouve en bas de la coulée au bord de la mer. On est venu rajouter pour essayer de restaurer le caractère authentique parce que c'était de la lave comme ça en graton, hein, des rochers qui s'amoncelaient tout autour de l'église sur, je sais pas, 5-6 mètres de haut. Là. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui a été pour nous un désastre hier, aujourd'hui, c'est devenu un peu notre force. L'église de Piton-Sainte-Rose a été rebaptisée Notre-Dame-des-Laves et attire chaque année près de 100 000 visiteurs. La lave, elle est rentrée par la porte principale, elle s'est avancée sur quelques mètres dans la nef. Et les vitraux qui étaient alors en plastique à l'époque, ils ont complètement fondu, été détruits, tout ça. Mais quand même, toute l'ossature de l'église, elle est restée. Quand on vient ici, certains font des prières. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, je me souviens. Et quand on regarde ici, on sent bien au fur et à mesure l'émotion monter parce que ça nous ramène à ce qui s'est passé. Et ça, effectivement, on ne peut pas oublier. Et c'est bien qu'il y ait un support de mémoire. L'église a été réhabilitée en 1979. Guy Lefebvre, un célèbre vitrailliste, a réalisé 15 vitraux qui retracent l'histoire de l'éruption. On voit bien que l'artiste s'est vraiment inspiré de ce qui s'est passé parce que si on superpose les photos aux vitraux, on se rend compte qu'il a pris vraiment ce qui s'est passé dans le village, notamment les coulées qui descendent comme ça. Ça, c'est bien. Cette église n'est pas seulement religieuse, elle est historique. Monument historique, on va dire. Elle finira par l'être un jour, je pense. À 25 km au sud de Piton-Sainte-Rose se trouve la plage du Tremblay, l'une des plus belles créations du Piton de la Fournaise. Elle est apparue lors de la grande éruption de 2007, celle que les Réunionnais appellent l'éruption du siècle. Cette plage est réputée pour son sable vert qui la rend unique sur l'île. Depuis sa création, Alain vient régulièrement documenter l'évolution du site. C'est une plage originale puisque elle est formée de grains d'olivine qui lui donnent sa couleur verte. Et puis l'autre particularité, c'est qu'elle s'est formée en quelques jours. C'est-à-dire pendant l'éruption, du jour au lendemain, cette plage est apparue. Et on considère que c'est l'une des plages les plus jeunes, si ce n'est la plus jeune de la planète. C'est bien de revenir régulièrement faire des photos et des prises vidéo parce que cette plage évolue, un peu comme si elle était vivante. Et donc des prises de vue à intervalles réguliers, et ça permet de voir justement comment elle évolue, ce qui se passe. En fait, rien n'est figé ici. Il y a toujours des transformations et ce n'est sûrement pas la dernière, si on se réfère à la fréquence des éruptions ici.
parce qu'on n'est pas sûr du tout que cette plage va durer encore longtemps. Il se peut qu'elle disparaisse. Et dans quelques générations, eh bien, on retrouvera un peu toutes les images qu'on aura faites, nous, sur cette éruption. Et les gens auront de quoi donc se souvenir. C'est une éruption qui a beaucoup marqué les esprits à cette époque, parce que elle est sortie très bas sur les pentes, hein, et elle est arrivée le jour même à la mer. Et cette plage, ma foi, elle est magnifique. Et puis, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que de temps en temps, il y a des cascades qui apparaissent ici, qu'on a appelées maintenant les cascades éphémères. Donc, il faut imaginer que là, on est devant une cascade qui peut se mettre à couler abondamment. Ici. Donc c'est un endroit qui a préservé quand même son aspect sauvage. Ça correspond bien à ce qu'on appelle le sud sauvage. Ce qu'il y a de particulier, c'est la quantité d'olivines qu'on trouve dans ce sable. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. C'est dû au fait qu'au moment où la coulée a rencontré la mer, il y a eu des explosions ici et la lave s'est pulvérisée. Donc toute l'olivine que contenait la lave a donné cette plage magnifique de couleur verte comme ça. On voit vraiment le cristal de verre, parce que l'olivine, c'est du cristal de verre. Et là, ce cristal brille au soleil et c'est ce qui lui donne aussi cette couleur très particulière. J'étais présent à cette coulée et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que non seulement cette plage est la plus jeune du monde, mais on a assisté à sa naissance, on a vu comment ça s'est passé. On a vu les volutes de fumée, on a vu les explosions et c'était vraiment extraordinaire. On voyait des éclairs dans les panaches, c'était vraiment quelque chose d'apocalyptique. Et puis, quand on revient le lendemain, on voit qu'il y a une plage. Donc, abracadabra, en quelque sorte. C'est magique. La lave a avancé dans la mer. Elle a créé ce qu'on appelle une sorte de quai, que l'on voit aussi là-bas. Là-bas aussi, il y a un quai. Et donc, cette avancée dans la mer a fait qu'il y a eu un contre-courant. Et donc, tout ce qui s'est passé sur la coulée, toute la lave qui était pulvérisée, donc par ce contre-courant, est venue se déposer ici, dans un mouvement de tourbillon. Voilà. Cette plage se prolonge sous la mer. Et il y a toute une colonie d'animaux marins, toute une colonie qui est venue s'installer. Il y a de très beaux poissons, des juvéniles qui sont dans une forme de balai permanent avec le mouvement des vagues. C'est vraiment magnifique. C'est aussi beau sous la mer que ça l'est ici. En 15 ans, l'érosion de la mer est déjà très visible sur les roches basaltiques. Cette roche bien ronde et cette roche, ce sont les mêmes. Sauf que celle-là, elle n'a pas subi les assauts de la mer. Celle-là, oui, elle a été roulée, frottée par le sable. Et on obtient ce genre de choses. Et là, pareil, on voit comment deux roches issues de la même éruption subissent des évolutions différentes en fonction de l'eau qui vient donc la polir ou cette roche qui reste en place ici. On n'a jamais vu vraiment une plage se créer, mais ici à La Réunion, oui, on voit tout ça. Et donc c'est comme si on assistait à des spectacles de début du monde et qu'à chaque fois ça recommençait, parce que la vie finalement est un cycle. La Réunion continue d'écrire son histoire géologique au gré des éruptions du Piton de la Fournaise, pour le plus grand plaisir de ses passionnés.